C'est le plus grand delta du monde et c'est aussi un pays. Il s'appelle le Bangladesh. Ici, il n'existe pas de véritable frontière entre la terre et la mer. Près de 300 cours d'eau traversent le Bangladesh. Ils définissent ainsi sa géographie et surtout le style de vie de son peuple. Ici, on joue même au football les pieds dans l'eau. Du nord au sud, en passant par Dhaka, la capitale, les 160 millions d'habitants de ce pays, l'un des plus pauvres et le plus densément peuplé au monde, ont appris à vivre au milieu de l'eau et à s'adapter à ses caprices. Pour tous, elle reste la principale ressource, que ce soit pour la pêche ou pour l'agriculture dont dépendent près des 3/4 des habitants. Au Bangladesh, c'est tout un pays qui vit au rythme de l'eau. Au sud, dans la baie du Bengale, les 3 des plus grands fleuves de la planète, le Gange, le Brahmapoutre et le Meghna, déversent chaque année près d'1 milliard de tonnes de sédiments et autant d'eau que tous les fleuves d'Europe réunis. Ça rend les terres très fertiles et les fonds marins extrêmement riches. Aujourd'hui encore, les méthodes de ces pêcheurs restent ancestrales. On fabrique ces filets, on les coud, on les sèche au soleil. Tout se fait à la main. Ici, la survie est un combat quotidien. Depuis des générations,
les Bangladeshis ont pris l'habitude de compter sur la mer pour se nourrir et sur les moussons pour arroser les terres agricoles. Comme pour tant d'autres paysans du monde, leur vie a ainsi été rythmée par les saisons. Mais aujourd'hui, l'eau, cet allié de toujours, est devenue une véritable menace. Pris en étau entre la fonte des neiges des glaciers de l'Himalaya au nord du pays et la montée des eaux de l'océan Indien au sud, les habitants se retrouvent submergés par l'eau. Alors qu'en Occident, nous essayons d'imaginer quelle serait notre vie si la température montait de 2 ou 3 degrés, les Bangladeshis vivent déjà et au quotidien les conséquences du dérèglement climatique. Dans ce pays, on ressent au quotidien les effets du réchauffement climatique. Je ne vous parle pas de demain, mais bien de ce qui se passe aujourd'hui. Les inondations. Avant, il y en avait une fois tous les 10 ans. Maintenant, il y en a plus de 2 par an. Parfois même juste avant ou après la mousson. Les gens sont forcés de partir pendant ces inondations. Ils perdent la vie, leur maison, même la terre sur laquelle ils se trouvent disparaît. Ils n'ont pas d'autre choix que de migrer. Sur la côte, il y a des cyclones. Avant, ils frappaient une fois tous les 2-3 ans. Mais maintenant, ils sont totalement imprévisibles. Les berges s'effondrent, l'eau salée s'infiltre dans les sols et détruit les terres agricoles. La pêche diminue. Les gens ne peuvent plus gagner leur vie en étant juste des pêcheurs. La vie a changé. Aujourd'hui, les Bangladeshis subissent localement les conséquences d'un réchauffement global dont ils ne sont pas responsables. Pourtant, c'est ici qu'il fait le plus de victimes. On estime que plus de 8000 personnes meurent ici chaque année à cause d'événements climatiques extrêmes. C'est plus que dans n'importe quel autre pays au monde. Lors des cyclones, l'eau de la mer inonde les terres, détruit les maisons et emporte les vies. Pour protéger les habitants, le gouvernement a construit plus de 2500 abris sur la côte. Surélevés, bâtis en béton, ce sont les seuls refuges en cas de catastrophe naturelle, de plus en plus imprévisibles dans la région. C'est un combat incessant contre le climat que la population mène aujourd'hui avec les moyens du bord. Comme avec ces digues artisanales, fabriquées avec des sacs de sable, elles sont censées empêcher la montée des eaux et les inondations. C'est un combat perdu d'avance. L'eau salée de la mer casse les digues, elle envahit les terres agricoles, salinise les sols et rend l'agriculture de plus en plus difficile. Mais ici, on s'adapte, encore et toujours. Dans ces carrés qui ressemblent aux rizières, ce n'est plus du riz qu'on cultive. Désormais, on produit des crevettes. Car cette eau salée est idéale pour leur élevage. Mais contrairement aux cultures vivrières, cette nouvelle activité est surtout destinée à l'export. Ainsi, le Bangladesh est devenu le 5e producteur mondial de crevettes d'élevage. Certains villageois arrivent à en vivre. D'autres, dont les terres ont été englouties, sont contraints de quitter leur village pour chercher du travail ailleurs. Ils traversent la baie du Bengale et se retrouvent à Chittagong. La 2e ville du Bangladesh est devenue au fil du temps le plus grand cimetière de bateaux au monde.
Sur plus de 13 km s'entassent ici des carcasses désossées, des icebergs d'acier. Cette plage est comme un symbole. Le symbole d'un pays où le besoin de survivre pousse les hommes aux choix les plus extrêmes. Le symbole d'un peuple qui ne recule devant rien. Ainsi, les plus gros bateaux du monde, ces monstres marins en fin de vie en provenance du monde entier, sont démantelés par ces anciens paysans, souvent victimes du climat. Les plus gros moteurs du monde. Des morceaux de plusieurs mètres de hauteur sont sciés, découpés, recyclés par ces Bangladeshis pour un salaire journalier de 5 €. On considère ce travail comme l'un des plus dangereux au monde. Dhaka, la capitale. Près de 1000 personnes y arrivent tous les jours à la recherche d'un travail. La plupart sont encore et toujours des déplacés du climat. Leur rêve, vivre sur une terre ferme. Mais la place manque dans ce pays grand comme un quart de la France et qui abrite plus de 160 millions de personnes. Imaginez, si on mettait tous les habitants de la planète aux États-Unis, la densité de la population serait toujours moins forte qu'ici, au Bangladesh. À Dhaka, la quête de l'espace vital est devenue un véritable défi. Tous les jours, c'est un défilé interminable que l'on voit sur le fleuve. Des centaines de bateaux s'engagent dans une course effrénée. Ils transportent le sable qui sert à agrandir la ville pour fabriquer des terrains constructibles. Il est puisé au fond des rivières puis remonté jusqu'à la capitale par bateau. Ainsi, on essaye de récupérer un peu de terre ferme dans un pays où 85% du territoire est inondable. C'est un combat quotidien qui paraît sans fin. Au rythme actuel du réchauffement climatique, le Bangladesh pourrait perdre jusqu'à 17% de son territoire d'ici 2050. Entre 20 et 40 millions de personnes se retrouveraient alors sans terre sous les pieds. Ce sont des réfugiés climatiques annoncés. La population la plus exposée vit dans le nord, sur ces îles isolées qu'on appelle les chars, qui apparaissent puis disparaissent au gré des courants du fleuve, le Brahmapoutre. Ici, le fleuve est si large qu'il pourrait contenir Paris entre ses deux rives. Il enferme ces îles et leurs habitants dans un monde à part, loin de la terre ferme et du développement.
Pourtant, recouverts de limon et de sédiments drainés par le fleuve, les sols ici sont extrêmement fertiles. On y cultive surtout le chal, le riz en bengali, car c'est la seule céréale qui résiste aux fortes inondations. D'abord, on plante ses graines à la main sur ces petites parcelles. Ensuite, on récupère les jeunes pousses pour les repiquer dans l'eau. Une fois récolté, pour sécher ce riz, les femmes marchent pendant des heures en le remuant avec leurs pieds. Les habitants les plus aisés peuvent s'acheter un bœuf. Un véritable privilège. Dans cette région agricole où les hommes ne peuvent compter que sur leur propre force et celle des animaux pour subvenir à leurs besoins. La vie de ces femmes et de ces hommes pourrait nous paraître supportable. Mais eux aussi se retrouvent rattrapés par le réchauffement climatique. Gonflés par la fonte accélérée des glaciers de l'Himalaya, la force des courants du fleuve est telle qu'il détruit ces îles de sable déjà rongées par l'érosion. Ainsi, la durée de vie de ces îles ne dépasse pas 5 à 7 ans, poussant la population à l'exil. Et chaque déménagement appauvrit davantage les habitants. Les gens sont capables de vivre même en étant pauvres. Ils peuvent vivre avec seulement 2 repas par jour s'ils gardent l'espoir au fond de leur cœur, s'ils voient le soleil briller et qu'ils sont heureux. Dans ces cas-là, ils peuvent supporter la pauvreté, mais les gens ne peuvent pas vivre sans dignité, sans espoir. Avec Friendship, nous essayons de leur offrir une base solide. À présent, les pauvres ont des besoins très simples. Ils doivent être assurés d'être en bonne santé, de pouvoir compter sur leurs forces pour avancer dans la vie. Ils doivent être assurés qu'en cas de catastrophe, ils seront épaulés. Ils doivent être assurés d'avoir un revenu, de pouvoir améliorer leur vie et d'avoir droit à un financement. Ils veulent savoir vers qui se tourner en cas de besoin. Parce que quand vous vivez sur une île, dans l'isolement, sans comprendre ce qui se passe autour, vous n'avez plus de chance de vous en sortir, plus d'espoir.
Pour redonner l'espoir à ces populations oubliées, il y a 13 ans, Runa Khan a fondé son association, Friendship. Son credo, aller là où personne ne va. Et pour cela, elle a transformé une péniche que son mari a amenée depuis la France en premier hôpital flottant du pays. Aujourd'hui, le Rainbow Warrior, le mythique bateau de Greenpeace, a rejoint la flotte de Friendship. Il sillonne le pays offrant des soins médicaux gratuits à plus de 5000 personnes tous les mois. Les patients se précipitent à bord, car pour eux, souvent, c'est la seule possibilité de se faire soigner. Ici, nous prodiguons des soins secondaires. Nous avons des salles d'opération où des médecins locaux, nos médecins, travaillent aux côtés des médecins étrangers. De la chirurgie reconstructive à la chirurgie orthopédique, on traite les maladies qui peuvent être facilement soignées. Ces bateaux sont le socle d'un vaste programme de santé lancé par Runa, grâce auquel près de 250 000 personnes sont soignées tous les mois. Mais comment aller plus loin pour aider les habitants de ces îles rongées par l'érosion? Pour installer des écoles sur ces terres vouées à disparaître. Une fois de plus, Runa a dû innover. C'est une zone où les îles se déplacent en permanence et les enfants déménagent sans cesse. Dès qu'ils ont terminé leurs études, les habitants quittent ces îles pour s'installer sur le continent. Alors, mon premier défi ici a été de trouver des enseignants. Le deuxième défi sur ces îles, en mouvement permanent, a été d'imaginer des écoles mobiles, démontables. Elles devaient se trouver au cœur du village afin que les enfants puissent s'y rendre sans danger. Et au cas où l'île disparaîtrait, nous serions en mesure de déplacer l'école ailleurs. Aujourd'hui, grâce à Friendship, plus de 5000 enfants ont retrouvé le chemin de l'école. Mais sur ces chars, avec ces habitants oubliés de tous, il reste tant à faire. Le dernier projet de Runa, offrir l'électricité à ces écoles et à ces foyers. Pour cela, grâce au soutien d'Engie, plus de 650 panneaux solaires ont été installés sur les toits. C'est un programme en plein développement. Ainsi, Friendship, avec l'aide d'Engie, amène un peu de lumière dans la vie de ses habitants vulnérables. Mais quel avenir les attend-il demain ? Assis dans un endroit où vous êtes en sécurité, dans une maison en dur, ce n'est pas grave qu'il fasse 4 degrés de plus ou de moins. Ce n'est pas grave s'il y a de fortes pluies. C'est juste un désagrément. Mais quand vous êtes sur la brèche, que vous avez investi toutes vos économies dans un lopin de terre, que non seulement vos récoltes sont emportées par les eaux, mais aussi toute votre terre disparaît. Quand vous avez tout investi dans un bateau de pêche et qu'il est emporté lors d'une tempête, alors ces 4 degrés sont une question de vie ou de mort. Nous ne pouvons pas rester en retrait et reporter la responsabilité sur les gouvernements, les politiciens, les grandes entreprises. Chacun doit porter sa responsabilité. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant. Tout le monde doit apporter sa petite pierre à l'édifice. Et c'est seulement ensemble
que nous pouvons offrir un avenir à notre planète.